Salut, c'est After Stade, votre rendez-vous foot, l'émission analyse, débat et surtout sans langue de bois autour du football africain. Bienvenue, aujourd'hui un programme chargé, d'abord direction le Brésil où se déroule actuellement la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Une compétition dans laquelle les sélections africaines ont tendance à performer, notamment le Nigeria ou encore le Ghana. On s'est posé cette question, pourquoi est-ce que les équipes africaines performent justement dans ces compétitions jeunes, mais ont du mal ensuite à prouver au plus haut niveau. On l'a vu avec la Coupe du Monde 2018 et le zéro pointé des grands. Ensuite, si je vous dis Comores, si je vous dis Mali, si je vous dis encore Kenya, ce sont des fédérations qui ont été récemment suspendues ou encore actuellement sous tutelle d'un comité de normalisation. Pourquoi est-ce que le comité de normalisation, qui est toujours diligenté par la FIFA, c'est devenu un mal africain? Pourquoi est-ce que les fédérations, pourquoi est-ce qu'il y a une crise surtout de direction et de dirigeants en Afrique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en deuxième partie. Ça, c'est pour le menu, un plateau garni aujourd'hui. Mes invités du jour, ils sont au nombre de 3. D'abord, c'est sa première chez nous. Il vient de Guinée News, il est aussi à la CAF, c'est Tanou Diallo. Bonsoir Tanou. Bonsoir Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir d'être Depuis le temps qu'on discute, mais qu'on ne s'était jamais vu. Exactement, voilà. C'est la première fois et on se retrouve sur le plateau de Stade Afrique. Exactement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À côté de Tanou, il y a notre consultant Ibrahim Angloma. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous encore. Et moi aussi. Et en face de vous, je vous ai mis quelqu'un qui va vous mettre à rude épreuve, c'est Richard Na d'AfricaFoot.fr. Bonjour Richard. Bonjour Mansour, je suis très content d'être là cette semaine et je suis aussi content de partager le plateau avec Tanou parce que c'est la première fois qu'on partage un plateau ensemble. On n'a jamais fait ça et j'espère qu'il sera fort parce que ça chauffe ici. Il faut qu'il soit aguerri. Alors là, messieurs, je disais en introduction, actuellement au Brésil, il y a la Coupe du Monde dans les moins de 17 ans. La phase de groupe vient de se terminer. Il y avait 4 équipes africaines engagées, donc le Cameroun, l'Angola, le Sénégal et le Nigeria. 3 équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Malheureusement, le Cameroun, champion d'Afrique en titre, n'a pas passé le cap. Mais malgré tout, 3 sur 4, c'est un très bon bilan pour la phase de groupe. Et surtout, Richard, on a l'impression que c'est devenu une habitude. Coupe du Monde des moins de 17 ans, ou même des moins de 20 ans, l'Afrique souvent passe les poules, va en huitième, voire minimum en quart. Bah oui, c'est coutumier de l'Afrique. L'Afrique il y a des nations africaines qui ont été champions du monde en petite catégorie. Mais c'est parce que les fédérations, quand ils ont des joueurs à cet âge-là, ces joueurs sont tellement négligés que, grandissant, cette génération, peut-être championne du monde, des clubs viennent les prendre et après il y en a qui vont en Asie du Sud-Est, en Europe et il y en a qui restent même en Afrique. Après on les perd de vue parce que dans les fédérations il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas un suivi de certaines générations. C'est-à-dire que on prend une génération aujourd'hui, oui, elle est une génération dorée, mais après on la perd de vue parce que les fédérations, ce qui les intéresse, c'est juste les victoires instantané, mais après le suivi derrière, pour se dire, bon voilà une génération, le seul pays qui a osé faire ça, a bénéficié après, c'est le Nigeria, avec la génération Nwankwo Kanu, qui a été au JO. C'est-à-dire que quand le Nigeria a suivi ces gars, on a vu les résultats après, c'était une génération qui en Coupe du Monde a même gagné l'Argentine. Donc, moi je dis, c'est un peu coutumier de l'Afrique. Donc, moi, à mon avis, c'est un peu ça qui dérange les pays africains, c'est la continuité et on ne suit pas des générations. Il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, si je vous dis déjà, savez-vous quelle est l'équipe la plus titrée à la Coupe du Monde des moins de 17 ans? Ça doit être une équipe africaine. Ouais, exactement, c'est le Nigeria. Nigeria avec 5 titres. Là, c'est la 19e édition, le Nigeria en a remporté 5, le Ghana 2, et surtout, cette statistique est assez folle, sur les 18 finales qui sont déjà déroulées, il y a eu 13 équipes africaines en finale. Ouais. C'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme. Mais moi, je pense que en plus du problème de suivi, le problème, il est assez profond, en fait. Ouais. Il est assez profond. Si vous partez en Afrique, vous voyez comment ça fonctionne. Vous dites que le problème, il est assez profond. Pendant que ces compétitions-là se disputent, il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ces jeunes. Ça commence par là. Donc, aujourd'hui, ils sont au Brésil. Vous allez voir que derrière ces équipes-là, il y a beaucoup d'argent qui tourne autour. Et tout de suite, ils commencent à faire miroiter à ces gamins des choses qu'ils ne seront jamais capables de réaliser. Donc ça commence par là. Après, ils retournent au pays et ces agents-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les familles. Donc, et ça, c'est un réel problème. Le plus souvent, ces jeunes-là, ils sont issus de familles pauvres.
vous partez dans une famille, vous proposez une certaine somme d'argent et tout de suite, vous avez des gamins. Vous avez des gamins. Ouais. Et ces gamins-là, quelle que soit la force de cette fédération-là, il vous sera très, très compliqué de le garder ou de faire un suivi. Je prends un exemple. Si vous avez suivi la CAN U17, c'est la CAN U17 2017, je pense. Oui, je ne sais pas si vous connaissez le jeune Guinéen Fandje Touré, l'attaquant. Oui. C'était l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Il y avait des grands clubs autour de lui. Il y a eu un problème d'argent. Aujourd'hui, où est ce jeune-là? Personne ne sait. Ouais. Exactement. C'est vrai que Ibrahim, c'est un peu ça le souci, c'est que souvent on a vu des grosses générations, notamment j'ai en mémoire le Nigeria de 2015, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment Osimhen, Chukwueze. Le meilleur joueur c'est Kelechi Nakwali, disparu des radars. Les deux seuls joueurs dont on parle maintenant c'est Chukwueze et Osimhen. Oui. Mais Osimhen même, c'est parce qu'il joue à Lille aujourd'hui. Oui. Mais Osimhen, il s'est perdu entre-temps. Ouais. Il s'est perdu entre-temps, il est parti jouer dans des pays de l'Europe de l'Est, parce que il n'y a pas... C'est justement, comme tu nous disais, c'est un problème de suivi et d'agents de joueurs. C'est les agents de joueurs, justement, qui gravitent autour de cette sélection. C'est pour ça que je demande à Ibrahim, parce que lui aussi, il est intermédiaire, il a un petit peu plus aussi peut-être d'expérience. Oui, Marceau, c'est que je rejoins un peu Richard pour dire que c'est un problème de suivi. Et c'est ce que nous reprochons à nos dirigeants. Vous allez parler des agents. Oui, je connais comment ça se passe. Les agents qui arrivent, ils tiennent des discours mielleux, ils prennent des enfants pour les abandonner dans des pays étrangers sans se soucier de leur devenir. Mais nous accusons les dirigeants. Parce que, voyez-vous, si je prends par l'exemple du Cameroun, ils ont gagné les JO. En dehors d'Eto et Patrick Mboma, qui était venu justement pour renforcer l'équipe, il n'y a que Idriss Carlos Kameni et peut-être un ou deux qui ont fait quelque chose en équipe senior. Oui. Tous les autres, ils ont disparu sur les radars, comme on disait tout à l'heure. Mais est-ce que là, on peut incriminer seulement la fédération? Je veux dire aussi, une famille où, après, voilà, tu as nous parlé effectivement, de l'extrême misère, la pauvreté qui pousse certaines familles à dire à mon enfant, mais si tu peux aller en Europe, vas-y. Mais aussi, quand on voit son enfant aller, je vais dire, je sais pas moi, en Moldavie, à Chypre, etc., c'est pas un choix de carrière qui est fou. Non, mais justement, là, c'est pas la faute de la fédération. Angloma, quand il dit qu'on va accuser les dirigeants, oui, on va accuser les dirigeants, mais pas que. Parce que, prenons un cas simple. Aujourd'hui, on a un joueur dans notre équipe qui s'appelle Steven Voué, qui était meilleur joueur au Cameroun. Oui. Il était meilleur joueur de la CAN. Il était meilleur joueur de la CAN. U19, U17, il était meilleur joueur de la CAN. Après la CAN, on l'a signé avec il y a un agent qui l'a signé. Et on lui a fait miroiter des choses en nous faisant croire même qu'il a signé à Toulouse. Pourtant, c'est son grand frère qui est à Toulouse. Aujourd'hui, on l'a même pour pousser le bouchon, on l'a même sélectionné parmi les 30 joueurs qui étaient sélectionnés pour la CAN 2019. Donc il était dans le groupe des Lions qui a fait la préparation pour la CAN 2019. Après la CAN, on l'a pas retenu pour la CAN parce qu'on a trouvé qu'il était. Après la CAN, il était oisif au Cameroun. Il passait plus son temps dans l'oisiveté et il attendait la Coupe du Monde. Pendant ce temps, la fédération, qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'y a pas de compétition de jeunes. Ouais. C'est quand même incroyable que vous avez des joueurs comme ça, mais qui ne jouent pas, qui ne font pas de compétition. C'est normal. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en Afrique, on a des talents qu'on ne sait pas exploiter. Comment on peut ne pas avoir de championnat? Parmi les quatre qualifiés à la Coupe du Monde, il y a 2 nations qui n'organisent pas de championnat de jeunes. Je prends le cas du Sénégal et le cas du Cameroun. Il n'y a pas. Et quand aujourd'hui, on a créé une commission de football jeune après la CAN 2019. C'est après la CAN que la fédération a créé une commission de football jeune. L'absence de compétition jeune, c'est la faute de qui? Là, directement, c'est la fédération. Oui, là, directement, c'est la fédération. Voilà. Mais en plus, c'est la responsabilité des clubs aussi. Les clubs, ils n'ont qu'une équipe.
Derrière, il n'y a absolument rien. Et même la première équipe, elle joue dans quelle compétition? Mais justement. Dans beaucoup de pays, le championnat de Ligue 1, on parle du championnat de Ligue 1, il n'est pas régulier. Non. Donc, au moins si le championnat de Ligue 1 il était régulier, peut-être ces jeunes-là, on aurait pu les intégrer petit à petit dans ces équipes-là. Mais même si le championnat de Ligue 1 ne se joue pas, ces jeunes, ils ne sont pas en compétition. Exactement. Donc, c'est impossible pour eux de continuer leur développement. Quelque part, sont délaissés pour compte. Exactement. Donc, si vous constatez les jeunes qui sont dans les autres équipes, par exemple, vous prenez les jeunes de l'équipe de France, ils sont dans des clubs, donc ils montent les catégories au fur et à mesure, et puis après ils se retrouvent dans l'équipe première. Mais les autres gamins, ils n'ont pas cette chance-là. Mais justement, la plupart même des jeunes qui jouent dans l'équipe de France jouent déjà en Ligue 1. Parce que l'équipe actuelle... Avec la réserve au moins. Oui, avec la réserve, exactement. Oui, même avec la réserve. Même. Il y a un joueur, Lahadji, Lahadji, il est actuellement en Coupe du Monde, mais il joue. Il a joué 2-3 matchs avec l'équipe première de Marseille. Ouais. Il s'entraîne constamment. Mais pour dire que c'est à cet âge-là que les joueurs arrivent à maturité et commencent... Non, ils se développent. Oui, ils se développent. Mais dans le même temps, ok, ils sont matures, ils se développent. Mais en Coupe du Monde des moins de 17 ans, les équipes africaines, elles n'ont pas ces conditions-là, pourtant elles sont performantes. Exactement, parce qu'à ce moment-là, ils sont au même niveau que les autres. Exactement. Dans leur développement. Oui. Maintenant, quand le niveau augmente, et puis tout de suite, eux, ils sont en retard. Parce qu'ils ne sont pas dans des bonnes compétitions. Parce que Mansour, donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Mansour, tu sais pourquoi? Quand on monte un peu, on a les mêmes performances. Je sais que tu veux parler. Non, c'est pas grave. Je dis, tu sais pourquoi à un moment donné, il y a un écart qui se crée entre les jeunes Africains et les jeunes Européens. C'est parce que les jeunes Africains, les jeunes Européens, dès le départ, dès la base, on leur a appris, ils sont dans un système de jeu. Et du coup, quand un joueur connaît le système, il sait que dans n'importe quelle situation, quand on lui dit, tu joues en 4-4-2, on joue en 4-4-2, toi tu vas monter, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, il comprend plus. Ouais. Mais le jeune Africain, quand il est en sélection, on lui apprend de nouvelles choses. Et du coup, quand il est habitué, après la compétition, pouf, il n'y a plus rien. Parce qu'après, ils sont dans les centres de formation. Parce que la plupart de tous ceux des jeunes là, ils sont dans des centres de formation. On leur apprend des bases, mais ils n'ont pas de compétition. Ils ne peuvent pas implémenter ce qu'on... Il n'y a pas de pratique en fait. Voilà. Mais je trouve que les Africains, à ce niveau des U17, c'est un miracle. C'est un grand miracle qu'ils arrivent même déjà en finale. Je rejoins un peu Richard. Parce que je suis souvent d'accord avec toi, Richard, quand tu dis des choses pertinentes. Merci. Voilà. Je vais essayer de rejoindre un peu Richard pour dire il n'y a pas que des sélections jeunes. Oui. Parce que même les sélections seniors, c'est du miracle quand ils arrivent. Parce que leur qualité de préparation pour aller participer à une compétition. Je reviens sur les jeunes maintenant. Et je dis, les seuls responsables, c'est nos dirigeants. Ah bon? Oui, les seuls responsables. Parce que s'ils font bien leur travail, tout ce que vous avez énuméré là, ça ne devrait jamais exister. Et les faux agents qui viennent vendre de rêves à... Bon, comment on peut distinguer un bon agent d'un autre? Un agent qui vient déjà dire... Le jeune, et vous allez payer votre billet d'avion ou demander de l'argent, c'est déjà un faux agent, parce qu'un agent ne doit pas demander de l'argent aux parents. Non, il ne demande pas de l'argent, au contraire, il donne de l'argent. Non, il y a d'autres. C'est comme ça qu'ils achètent en quelque sorte, entre guillemets, ces jeunes-là. Donc, ils donnent de l'argent à ces familles-là. Donc, si toi, tu étais venu, par exemple, avec un bon projet pour le jeune, tu n'as rien proposé, tu n'as aucune chance. Quelqu'un peut venir derrière, avec cet argent-là, il n'a rien de concret, mais tout de suite, il a le jeune. Oui. Mais ces jeunes-là, tout de suite, là, tu te posais cette question, pourquoi ces jeunes-là, à cet âge-là, ils sont performants comme les autres? Oui. Tu sais, ces jeunes, dans ces compétitions-là, quand ils arrivent, ils ont une certaine motivation, parce qu'ils veulent se montrer aussi. Il y a ça aussi, ils veulent se montrer parce qu'ils savent que tout le monde regarde, ils veulent quitter l'Afrique, ils veulent rejoindre les grands clubs, donc ils sont déterminés, il y a de l'engagement dans ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font, donc tu n'as même pas besoin de leur donner de l'argent. Donc il y a ça aussi, donc c'est ce qui fait qu'à cet âge-là, voilà, ils sont insouciants, ils veulent juste jouer au football. C'est l'aspect vraiment Coupe du Monde vitrine, quoi. Exactement. Mais je veux dire un truc. Moi, j'ai été curieux parce que je regarde généralement les feuilles de match des nations africaines et qui jouent contre les nations européennes. Moi, j'ai vu
j'ai vu les feuilles de match de Cameroun-Argentine. La plupart des jeunes Argentins jouent à Boca Juniors, Newell's, All Boys. Ils jouent dans des grands clubs Independiente parce que, généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on les prend en fonction des... Quand tu regardes, par exemple, le latéral gauche et le latéral droit, ils sont peut-être de la même équipe. On fait un mixage entre le milieu de terrain qui joue dans des automatismes, club. En fait. Et, voilà. Et quand tu regardes les compositions d'équipes africaines, c'est la seule équipe qui est un peu homogène. En ce sens, c'est l'équipe du Sénégal parce qu'on prend les jeunes de Génération Foot, de Dakar Sacré-Cœur, de Djambar. Et ce n'est que ces trois-là. Mais au Cameroun, quand vous voyez la composition de l'équipe du Cameroun, c'est un miracle. Je me demande même, parfois même, j'ai même pas l'impression, tu vois les clubs qui s'appellent Azur FC, tu ne sais même pas d'où ils sont. Ben ça fait 3 défaites, hein. Non, justement, c'est une équipe qui est décousue. C'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. La plupart, leur dernier match qu'ils ont joué ensemble date d'il y a 4 mois à la finale de la Coupe d'Afrique. Comment tu peux avoir des résultats? Et même toi, un agent de joueur qui vient, tu regardes une équipe autant décousue, tu vas faire comment pour convaincre même un club ici de prendre un joueur qui n'a pas de niveau? Alors aussi, il y a une question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux pendant qu'on préparait l'émission, parce que comme vous le savez, généralement, vous balancez les thèmes, puis après, vous posez vos questions, on y répond en plateau. Il y a un mot, une thématique qui est souvent revenue, c'est le fameux fraude sur l'âge. On nous dit oui, ce sont des jeunes, ils n'ont pas 17 ans, ils ont plus de 17 ans, et c'est pour ça qu'ils sont plus performants. Alors, on a vu la dernière CAN des moins de 17 ans, justement remportée par le Cameroun. Il y a eu beaucoup de cas de fraude sur l'âge avant la compétition et pendant, parce qu'on rappelle même que la Guinée a été disqualifiée. Il y a eu 2 réserves contre le Cameroun, notamment du Maroc et du Sénégal, si je ne dis pas de bêtises. On sait qu'il y a ce climat de suspicion, mais où en est exactement la lutte contre la fraude sur l'âge? Je pense qu'à ce niveau, on a fait beaucoup de progrès par rapport aux années passées. Bon, tout de suite, tu disais que le Nigeria, le Ghana, ils ont remporté la Coupe du Monde, mais ils ne sont plus là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a cette suspicion? Donc, je pense qu'avec les tests IRM qu'on fait maintenant, au niveau national et au niveau africain, les choses sont en train d'aller dans la bonne direction. Donc, aujourd'hui, même si on triche, ce n'est plus comme avant. Là, tu ne peux plus mettre 5 ans, 6 ans sur un jeune. C'est pratiquement impossible. Donc, à ce niveau, je pense que la CAF a fait... Ça, c'est les réformes au niveau de la CAF. De la CAF, oui. Voilà, donc à ce niveau, il y a beaucoup de progrès qui est en train de se faire. Je pense que pour ce problème de trafic d'âge, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui cause cela. Voilà. C'est que beaucoup de jeunes commencent à taper sur le ballon dans les rues. Et ils se rendent compte un peu plus tard qu'ils peuvent faire carrière dans le foot. Voilà la cause de tout ça. Et beaucoup de jeunes se rendent compte à 22, 23, 24 ans. Là, parfois aussi sur conseil des agents. Voilà. L'agent, il vient, il te dit, si tu as tel âge, je ne peux pas t'amener. Donc, le jeune, il est obligé d'aller écraser son passeport pour mettre l'âge que l'agent, lui, il veut. Donc, c'est l'une des causes. Et voilà les causes. Maintenant, Mansour, quand on évoque toujours le football africain, je suis triste parce que l'Afrique a du potentiel. Si je sillonne les pays africains, au moins 6 pays par an, pour la détection avec mes collaborateurs, l'Afrique a du potentiel. Et si on avait le quart d'infrastructures qu'il y a ici en Afrique, l'Afrique pouvait rivaliser l'Europe. Non, mais c'est une question de volonté politique. Ça, c'est à un niveau maintenant autre que le sport, parce que c'est une volonté politique. La volonté politique veut que si il y a un bon programme de sport pour les jeunes, ça fait en sorte qu'on va créer des infrastructures. Oui, mais Richard, après, quand même, quand on voit les ministères des sports en Afrique, je caricature un petit peu, mais ce sont surtout des ministères du football. L'essentiel du budget va dans le football. Bien sûr. L'essentiel du budget va dans le football, mais derrière, il n'y a pas de résultat. Oui. Parce que, tout simplement, ces ministères-là, parfois, ils font de la récupération, parce qu'eux, ils sont dans le domaine politique. Donc, tant qu'il n'y a pas de succès, tu ne vas pas les voir. Mais dès que tu vas remporter des trophées, tout de suite, ils sont là. Et pourtant, il ne faut rien pour développer ce sport-là. Mais justement, c'est pas ça. Tu arrives je me promène, j'ai fait beaucoup de pays africains, mais c'est triste.
Tu arrives dans les pays, un grand pays, il n'y a même pas un seul stade. Il n'y a même pas une seule bonne pelouse. Donc comment tu peux développer le football dans ces conditions-là? Non, mais où vont les budgets dans ce cas-là? Où va l'argent des budgets? Le budget, les gens... Non, mais question, je vous pose une question. Allez, on va dire je suis l'amateur de football lambda naïf. On me dit, voilà, l'essentiel des budgets des ministères des Sports va dans le football. J'arrive, je vois un stade en lambeaux, pas de pelouse, pas de championnat. Je me dis, mais attendez, où est passé l'argent? Dans les poches des responsables. Écoute, il faut être clair. Le budget, je te donne le processus simple. Le budget, on dit, le ministre gère un budget, il appelle le président de la fédération de foot, de hand, de basket et de tout ça, il leur dit, voilà, moi j'ai un budget pour vous, il y a des infrastructures qu'on doit construire, mais maintenant, en 4 ans, on ne peut pas le faire. Ce qu'on peut faire, c'est que je vous donne une partie de l'argent, vous mettez dans vos poches. Moi aussi, je prends ma part parce que je ne suis pas sûr que... Non, là, tu... Non. Là, tu caricatures. Je ne caricature pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, arrête. Je ne caricature pas. Je t'explique quelque chose. Je te prends un exemple au Cameroun. L'ancien président de la fédération avait décidé de construire des stades dans les communes. Quel président? Le président de la fédération camerounaise, Tombi Aroko, il avait décidé de faire construire des stades dans des communes. Il a donné le marché, on a donné un marché à Bafia, où il était question qu'on construise un stade municipal. Si tu vas à Bafia aujourd'hui, je prends les Camerounais qui sont témoins, il n'y a aucun stade municipal. Pourtant, l'argent a été débloqué. Par qui? Mais puisque c'était un projet, il avait fait un projet pour faire avec les mairies. Où il a trouvé cet argent. Mais où va l'argent? Le comité de normalisation qui est parti, qui a élu le président actuel, a détecté que l'argent pour lequel on avait cet argent n'a pas servi à ce pourquoi Au fait, qu'est-ce qui se passe, Mansour, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est les fédérations nationales africaines, ils ne reçoivent pas de subventions. Ou même s'ils reçoivent, c'est de façon irrégulière. L'argent sort à quel moment? L'argent sort quand il y a les grandes compétitions. L'équipe nationale se qualifie à une CAN, l'équipe nationale se qualifie à une Coupe du Monde, ou n'importe quelle autre, dans toutes les catégories, c'est à ce moment-là que les gros sous, ils sortent. Et c'est à ce moment-là que les gens s'enrichissent, il faut le dire clairement. Non, voilà. Tu comprends? Donc il y a un système qui est bien mené, qui est mis en place. Donc c'est à ce moment-là que les gens... Je te prends un autre exemple. Mais les subventions, tu peux rien faire avec ça, c'est impossible. Est-ce que vous savez que la Fédération camerounaise de football actuelle n'a pas de siège? Ils ont commencé, il y a moyen de commencer à construire un siège qui aujourd'hui n'est pas terminé. Il a commencé à construire ce siège en 2011. C'est pas lui, il y a eu les projets Goal partout en Afrique. Non, il y a les projets Goal qui ont servi, mais au moins... Oui, d'ailleurs, les projets Goal, parlons-en, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu le jour. Il n'y en a jamais. Non, mais parce que ce sont des millions d'euros qui étaient les projets Goal. Le projet Goal, c'était un projet de Sepp Blatter qui voulait arroser les présidents des fédérations. Il a donné l'argent, mais il ne leur a pas dit mettez l'argent là dans vos poches. Il leur a donné pour des projets qui sont bien précis. Donc maintenant, si les projets là n'ont pas été réalisés, c'est pas la faute à la FIFA. 2.0 de... C'est l'ancien projet Goal. Oui, non, c'est l'ancien projet Goal. Mais je dis, aujourd'hui, j'étais en Mauritanie où Gianni Infantino a dit celui qui va s'amuser avec l'argent du football, il va être poursuivi même si c'est hors football. Ça c'est, il a compris. Parce que tout simplement, il y a un suivi. En fait, avant, on te donnait l'argent. Et on te laissait. On te laissait, tu faisais ce que tu voulais. Parce qu'il y a des présidents de fédération en Afrique, quand ils recevaient cet argent, mais ça allait directement sur leur compte personnel. Ça n'allait jamais sur les comptes de la fédération. Mansour, est-ce que tu sais qu'avant 2010, les fédérations africaines n'avaient pas de compte en banque? Ne dis pas les fédérations africaines. La plupart. Non. Pas toutes. La plupart. Non, mais la plupart. On laissait l'argent dans les comptes personnels. Richard, recule-toi. Je rends toute la place. Mais revenons juste par exemple à notre thème de base. Quand on fait l'association d'un petit peu tout ce qu'on a dit, un peu de fraude sur l'âge, un peu beaucoup selon comment on se positionne. Il y a même beaucoup. L'argent qui n'est pas mis au bon endroit. Quand même, il y a un peu de surmotivation des joueurs qui veulent se faire voir. Les agents et tout ce qu'on a évoqué. Quelles sont les pistes d'amélioration pour ces joueurs, pour ces compétitions jeunes, pour qu'un jour, il y ait un suivi
qu'on sache que voilà, les U17, ils ont fait de bons résultats. Après, les U20, c'est la même génération qui a suivi, qui a fait refait des bons résultats, et qu'après, les A vont suivre. Ça va être quoi qui va être la formule magique, un petit peu, la formule miracle? En Guinée, ils ont pris une décision. La fédération, quand l'équipe des U17 est rentrée à Conakry, ils ont pris la décision de récupérer tous les passeports des gamins. Donc, tout gamin qui doit sortir du pays, ils doivent être au courant. Ils doivent savoir où il va, avec qui il est. Donc, je pense que cette idée, elle n'est pas mal. Même si derrière, encore une fois, les clubs doivent se structurer pour pouvoir intégrer ces jeunes-là. Et en plus de ça, il faut créer les compétitions pour ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils ne peuvent pas continuer à rester dans le quartier, à jouer le football amateur. Il faut structurer, mais organiser des compétitions jeunes. Maintenant, organiser des compétitions jeunes suppose construction d'infrastructures. Donc à ce niveau aussi, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'investissements. Qui doit le faire? L'État. Malheureusement, en Afrique, le sport en général et le foot en particulier, ce n'est pas une priorité pour ces gens. Ils sont beaucoup plus politiques, au fait. Non, moi, je vais dire quelque chose. Oui. Si tu as demandé les pistes, moi, je te donne les pistes. Première piste, construire les infrastructures sportives pour les jeunes. Bon, ok, ça, on est d'accord dessus. Deuxième piste, faire la formation. Là, aller faire la formation dans les écoles. Prendre des jeunes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas dans une étape de formation. On doit prendre où on prend les jeunes pour jouer au foot. C'est dans les écoles. Ok? On prend des jeunes dans des écoles, on leur fait des formations. Après, l'étape qui suit, c'est organiser les championnats des jeunes. Quand on organise le championnat des jeunes, on prend maintenant, on sélectionne des jeunes qui vont faire l'ossature de l'équipe nationale. On fait ça, dit que sélection nationale, et après maintenant, on les met tous ensemble. On prend un noyau de 30 voire 40 jeunes. Qui feront la génération. Maintenant, tous ceux qui sont dans cette génération, on leur fait des passeports. Parce qu'à désormais, la FIFA, le document officiel d'un joueur, c'est d'abord son passeport. On l'enregistre dans le TMS de la FIFA. Maintenant, tous ces jeunes-là, s'il y en a un qui n'avait pas été sélectionné, on les sert et maintenant, on prend toute une génération, on monte avec eux. Ceux qui sont U17, ils jouent, s'ils jouent la Coupe du Monde, ils jouent et on les prend, on les fait monter. Parce que l'année d'après, quand tu es U17, l'année d'après, tu es U20. U20 veut dire que tu peux arriver. On fait une génération comme ça qui monte. Et après, vous verrez que très peu, je prends un exemple simple, la génération des Salomon Olembe. Oui. Vous remarquez que les brasseries, la société qui les avait formés, avait commencé avec eux dans des tournois. Après, on les a fait monter petit à petit. Et les résultats se sont vus à partir de la Coupe d'Afrique 2000, où ils ont presque tout gagné. À partir de 98 même, ils étaient déjà en train de tout gagner. Pareil, avec la génération dorée en Côte d'Ivoire, avec les Yaya Touré et tout ça, avec Jean-Marc Guillaume. C'est exactement comme ça qu'on doit, les fédérations doivent s'inspirer. Mais quand on a un truc comme ça, dès qu'on a les premiers succès, boum, on se dit on est arrivé et puis basta, et puis on oublie le projet. C'est ça le problème en Afrique. Ça sous-entend aussi sans doute d'avoir de grands dirigeants. Et d'ailleurs, les grands dirigeants, on va en parler dans la deuxième partie avec cette crise à la CAF, avec beaucoup de comités de normalisation. On se retrouve dans quelques instants après cette courte page de pub. À tout de suite. Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regarder Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique.
After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Tanou Diallo, Ibrahim Angloma et Richard Na. On a beaucoup parlé donc de ces catégories jeunes et de tout ce qui empêche le développement du football africain, surtout la continuité pour avoir des résultats. Maintenant, on va s'attaquer à un autre problème aussi qui est actuellement une crise des dirigeants, une crise de fédération aussi carrément sur le continent africain. Notamment, dernier exemple en date, le Ghana ou encore les Comores qui sont sous tutelle d'un comité de normalisation. Le Mali en est sorti récemment. Le Cameroun a longtemps vécu dedans, on va sans doute y replonger. Alors, messieurs, comme ça, j'ai envie de dire, un niveau encore en caricature, un petit peu en forçant le trait, on a l'impression que le comité de normalisation, maintenant, c'est une habitude, c'est devenu quelque chose de courant, quoi. Moi, en tout cas, ces derniers temps, j'ai plus vu de comités de normalisation que de fédérations, ou même de présidents de fédération, des fois. En Afrique, c'est devenu quelque chose de normal. Parce que tout simplement, nous, autour de la table, on ne peut jamais s'entendre. Sinon, c'est des choses, les problèmes qui s'opposent et qui poussent la FIFA à intervenir, c'est parce que tout simplement, nous, au niveau national, dans ces pays-là, on ne s'entend pas. Il y a des choses, sinon, chaque fédération est régie par un statut. Donc, mais c'est des choses, ce qui est écrit dedans, il n'y a personne qui a envie de respecter cela. Donc, et puis après, il y a des conflits d'intérêts qui s'opposent et ça pète à l'intérieur. Donc après, comme à l'intérieur, on ne peut jamais s'entendre, on ne peut jamais trouver un terrain d'entente pour régler nos problèmes au niveau de l'Afrique, après la FIFA est obligée d'intervenir. Alors, c'est quand même fou ça, parce que justement, Tano l'a rappelé, il y a des textes qui régissent les fédérations, et on arrive à ne pas les appliquer, ces textes. Et ironie du soir, je termine juste sur ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent les présidents des fédérations, c'est ou des anciens avocats, ou des anciens généraux. Exactement. C'est-à-dire des gens qui connaissent le droit quand même. C'est extraordinaire. Mais je veux te dire, au fait, là où le problème se pose, tu sais que ceux qui élisent les présidents de fédération en Afrique, je pense que le problème il remonte à ce niveau-là. Parce que si tu vois comment ces clubs-là sont organisés, et les gens qui sont à la tête de ces clubs, ceux qui arrivent et qui deviennent présidents de la République et présidents de fédération, le plus souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est des gens qui peuvent influencer les électeurs. Et ces électeurs-là, à un moment donné, comme tu les as influencés au départ, tu leur as donné de l'argent au départ, peut-être que tu as pris des engagements avec eux, à un moment donné, si vous ne vous entendez pas, et puis tout de suite ça commence à crier. Oui, Mansour. Et ça devient un gros problème. Et au final, tu ne peux plus gérer. Oui, justement, Mansour, moi, la question que tu as posée est très intéressante. Comment on arrive à être dans un comité de normalisation ? C'est les acteurs eux-mêmes. La FIFA n'intervient jamais seule. C'est-à-dire que la FIFA ne vient pas dans une fédération s'ingérer. C'est généralement les acteurs qui écrivent à la FIFA pour dénoncer une situation. Et la FIFA, comme c'est à la FIFA la FIFA généralement, et ces acteurs-là parlent à la FIFA et à la CAF, ils alertent les deux institutions. Et les deux institutions viennent maintenant en sapeur-pompier pour mettre sur pied un comité de normalisation. La FIFA n'a jamais, parce que je vois des gens qui disent que mais finalement la FIFA énerve tout le monde, c'est elle qui vient créer les comités de normalisation. C'est faux. La FIFA n'est jamais venue s'interférer dans les affaires. C'est le dernier recours, au fait. Non, c'est le dernier. Oui, je prends l'exemple. Justement, pourquoi est-ce que par exemple les comités de normalisation ils sont pas mis en place par la CAF? Vu que c'est la CAF qui gère les fédérations africaines, c'est question toute bête. Oui, justement, Mansour, tout à l'heure. Oui, d'accord, vas-y. Excuse-moi. Tout à l'heure, on a parlé du respect des tests. Oui. Quand les tests ne sont pas respectés, on s'attend à quoi? Et quand c'est au sommet, parce que les tests, la CAF elle-même ne respecte pas ses propres tests. Oh non. Mais oui, quand la CAF ne respecte pas, comment les fédérations doivent respecter les leurs? Comment la CAF ne respecte pas ses textes? Oui, mais on en revient. Non, c'est juste, par rapport à ce que tu as dit, c'est juste qu'il faut recadrer. Quand, à la mise en place de ces comités de normalisation, il y a toujours un représentant de la CAF qui est présent, donc il participe, et puis un représentant de la FIFA. Donc la CAF n'est pas absente. Non, je ne dis pas qu'elle est absente, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas elle qui dirige, en fait, pour solutionner le problème? Non, Mansour, j'étais en train de développer, en ce sens que quand la FIFA prend les choses en main, elle cherche à savoir quel est le problème. En fait, la FIFA est généralement là en dernier recours pour résoudre le problème. Mais maintenant, le problème, quand les acteurs ne s'entendent plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des acteurs hors football qui arrivent et pour gérer un certain nombre de choses. En général, les acteurs ne sont pas souvent d'accord sur l'application des textes. Mais en plus de ça, les causes ne sont pas les mêmes. Attention, oui. Dans chaque pays, il y a les causes
qui font que la FIFA doit intervenir pour mettre en place un comité de normalisation. Parfois, il y a une ingérence politique. Donc, quand il y a cette ingérence politique, la FIFA doit intervenir. Parfois, c'est les problèmes de corruption. Non, en général, même quand il y a une ingérence politique, la FIFA sanctionne. On a vu ça au niveau du Ghana, avec le président Nyantaki. Donc, et puis après, il y a les autres causes. Mais le plus souvent, il y a cette ingérence et puis il y a un problème de corruption où les gens ne s'entendent plus. Mais justement, prenons le dernier exemple les Comores. Les Comores, tout à fait. Les Comores, le problème des Comores, c'est simple. C'est qu'il y a Said Ali Atoumane qui a remplacé le président, le Farouk, c'est Farouk, je ne sais plus. Il a remplacé le président. Et maintenant, il était en train de vouloir, il a annoncé qu'il va sanctionner le comité d'éthique parce qu'elle ne faisait plus son travail. Le comité d'éthique l'a plutôt sanctionné, c'est-à-dire que c'est lui qui a maintenu tout le comité d'éthique. Maintenant, le comité d'éthique s'est retourné contre lui parce qu'il avait annoncé qu'il va suspendre ce comité d'éthique. Parce que tout simplement, attention, les comités d'éthique maintenant, ça c'est les dernières réformes, les comités d'éthique sont élus au même titre que le président de la Fédération. Donc ce sont des comités qui sont indépendants, donc ils peuvent prendre les décisions à leur niveau sans pour autant consulter le président de la Fédération. Exactement. Donc ça c'est les nouvelles réformes. Maintenant, ce qui se passe, lui il dit qu'il va les sanctionner, étant donné qu'eux, ils ont le moyen de le sanctionner. Et donc du coup, on l'a sanctionné, lui, le président, et ce sont les membres, les clubs qui ont écrit à la FIFA pour dire, voilà la situation qui se passe actuellement. Vous voyez donc que ce n'est pas la FIFA qui vient s'ingérer, mais c'est plutôt les membres, ce sont des clubs qui ont toujours été aidés par ce monsieur, qui ont écrit à la FIFA pour dire, voilà la situation, voilà ce qui se passe. Mais au final, alors, c'est des guerres de clans, ni plus ni moins, c'est des crises de dirigeants, c'est des guerres de clans. Oui, exactement. En général, c'est des guerres de clans. Dans certaines situations, tu vois, ça dépend du pays. Dans certains pays, il y a les systèmes de liste. Donc tu viens avec ta liste, tu es élu, tu passes avec tes hommes. Et dans d'autres pays, au niveau de chaque poste, il y a élection. Donc, et à ce niveau, c'est à ce niveau que les problèmes commencent. Si avec les systèmes de liste, c'est plus facile à gérer. Mais si chacun est élu à son poste, alors là, au moment où ses intérêts, il va sentir que ses intérêts sont menacés, c'est là où commencent les problèmes. Et après, il y a une dissidence qui se crée à l'interne. À partir du moment où il y a une dissidence à l'interne, les gens ne s'entendent plus. Au final, ça termine par quoi? Une crise. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les comités de normalisation, bon, c'est quelque chose qui pourrait être appliqué partout. Imaginons que demain, à la Fédération française de football, il y a une crise, ça pourrait avoir un comité de normalisation. Mais on a l'impression que c'est quelque chose de limite afro-africain. Quand on entend comité de normalisation, on s'entend à attendre un pays africain derrière. En tout cas, chez nous, on a dit tout de suite au départ, on ne respecte pas nos textes. Si on respecte nos textes, on n'a pas besoin. Mais du coup, c'est quoi le problème? C'est un problème de dirigeants, c'est un problème d'hommes tout court? Non, c'est un problème d'hommes. Et en plus, je veux me rectifier, ce n'est pas qu'un problème africain. Parce que non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit on a l'impression. Oui, on a l'impression, parce qu'au Pakistan, il y a eu un comité de normalisation. C'est-à-dire qu'en Asie, et il faut dire, c'est vrai qu'en Europe, l'Europe n'a jamais connu de comité de normalisation parce qu'on respecte les textes. En Afrique, le problème, c'est une guerre d'intérêts. Je prends l'exemple de mon pays. On a subi 2 comités de normalisation. Non, le Cameroun. Le Cameroun a subi 2 normalisations à cause d'une virgule ou bien d'un petit mot sur des textes. Le précédent, Tombiaroko, a été élu en 2015, a été destitué fin 2017. Et celui qui est actuellement là, on conteste ces élections puisque actuellement il y a des gens qui sont partis au TAS pour contester l'élection. Et c'est là où je voulais en venir quand je parlais de crise de dirigeants. Comment est-ce qu'en fait on arrive justement à cette situation où chaque élection est contestée? En fait, ce n'est pas l'élection qui est contestée. Tu vois, c'est-à-dire quand les présidents de fédération, ils sont élus, les problèmes commencent où? C'est à partir du moment où le président de la fédération veut faire de la fédération sa chose. Ça commence à partir de l'élection. Comme Richard parle du Cameroun, c'est les élections qui sont contestées parce qu'on ne respecte pas les tests. Si on respectait les tests, il ne devait avoir aucun problème dans le football. Comment est-ce qu'on peut... Alors, moi, là, encore une question. On ne respecte pas les textes, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a élection dans ce cas-là? Mais parce que les comités... Parce qu'il faut dire une chose. C'est-à-dire que quelque part, on force l'élection. Quand j'observe... Oui, on force pour passer. Parce que parfois, le mandat du comité de normalisation arrive à son terme. Il faut absolument passer. Il faut forcer les choses. Et faire des choses... Et violer les lois, parfois, pour voter le président. Et c'est ce qui entraîne les contestations que nous voyons aujourd'hui.
Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Les comités de normalisation, parce que quand on met en place un comité de normalisation, on leur demande de faire des réformes. Et tant qu'ils n'ont pas fini de faire ces réformes-là, tu ne peux pas tenir une élection. Quand ils finissent les réformes, c'est en ce moment-là que vous programmez l'élection. C'est en ce moment-là qu'un président de fédération... Il convoque déjà les assemblées générales. Tout le problème, c'est-à-dire c'est la tête. Le président, au moment où il fait campagne, il écoute tout le monde, il est d'accord avec tout le monde, il est prêt à travailler avec tout le monde. À partir du moment où il devient président de fédération, il se transforme. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand tu fais d'une fédération une propriété privée, ça ne marche pas. Il faut que tu travailles avec les gens, c'est un travail d'équipe. Après, tu n'auras aucun souci. Mais à partir du moment où toi, tu deviens président de fédération, tu penses que tu es supérieur aux autres, en ce moment-là, tu te crées toi-même les problèmes. Tu appelles les problèmes sur toi. Exactement. C'est ça le problème, en fait. Moi, je suis en train de finir. Parce qu'aujourd'hui, le football africain a un problème de compétence. Là, tout ce que vous voyez là, c'est un problème de compétence. Les Africains, il suffit, quand un président il a l'argent, il se croit tout permis. C'est lui qui veut tout gérer. Et généralement, pour arriver à la tête de ces fédérations-là, ils font des petits, comme on dit souvent, des petits deals. Des deals avec des gens. Et à partir du moment où, quand tu arrives, tu ne respectes plus les deals, ceux avec qui tu as fait les deals vont se retourner contre toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a les problèmes. Parce que personne, sous Tombi Aroko, personne n'a respecté le deal. On l'a sanctionné. Sous Seydou Bobo Diola, il n'est pas en train de faire ce qui se passe. Et moi, je ne veux pas parler des rumeurs, parce qu'aujourd'hui, même les gens qui étaient d'accord avec le président actuel de la Fédération camerounaise de football ne sont plus d'accord avec lui. Donc, moi, voilà ce qui entraîne parfois ce genre de dysfonctionnement. Les compétences, après, on ne peut pas juger. Moi, je n'aime pas souvent trop juger de la compétence d'un président, parce que le président, dans une fédération, c'est lui, il a la vision globale, il est comme le président de la République. Il n'est pas forcément un coach, un sélectionneur pour venir, mais il a une vision. Quand tu n'as pas de vision et que les deals, tu ne les as pas respectés, ça fait en sorte que, moi, pendant l'élection du président, beaucoup de gens te disent qu'il y a eu de corruption. Oui, la corruption, ça existe partout. Mais maintenant, les textes, ils disent qu'ils n'ont pas respecté les textes. On accuse de l'ancien comité de normalisation d'avoir violé les textes. Mais c'est ça repose le problème des comités de normalisation. Ouais. Parce que la plupart de ceux qui font partie des comités de normalisation ont déjà leur camp à la base. C'est-à-dire qu'ils jouent pour un certain nombre de... Mais quel est le point que tu veux... Non, je suis en train de... Qu'est-ce que tu veux nous... Je suis en train de vous dire que le problème aujourd'hui, c'est les comités de normalisation qui sont mis en place roulent pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'ils font des textes à la mesure, ils taillent les textes à la mesure des candidats. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, tu ne peux pas d'accord. Non, les directives sont données par la FIFA. Oui. On te dit, tu restes dans ce cadre-là. Donc, tu fais pas un texte pour faire plaisir à Richard ou pour faire plaisir à Massolo. Tu restes dans ce cadre-là et tu fais les textes. Quand tu finis, tu envoies ces textes-là au niveau de la FIFA. Est-ce que tu connais un pays où le comité de normalisation a réussi sa mission? En tout cas, au Cameroun, les 2 comités de normalisation ont échoué parce qu'à l'arrivée, les élections que ces comités de normalisation ont organisées ont toujours été contestées. Mais justement, moi je ne connais pas bien les tests. Le deuxième comité. Le deuxième comité a peut-être même bien fait son travail. Le deuxième comité a peut-être bien fait son travail. Mais le premier comité de normalisation du Cameroun a commis une faute grave. Les textes de la FIFA disent que ceux qui font partie du comité de normalisation ne seront pas candidats. OK? L'ancien président était secrétaire général en place et il participait aux réunions du comité de normalisation. Et il a été candidat. Et c'est lui qui disait à ses... Bon, ça doit être un problème camerounais. Ouais. Sinon, partout on a dit...
les membres du comité de normalisation, ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Il n'y a pas eu ce problème. Mais oui. Donc à partir de là, il fallait pas laisser passer aussi. Ça, c'est un problème camerounais. Ça me rappelle il y a 15 jours l'histoire du décret présidentiel avec les U17. Exactement. Ça, c'est camerounais. Mais tu sais très bien. Bon, tu sais qu'au Sénégal, par exemple, Senghor faisait partie du comité de normalisation, mais il n'était pas écrit quand la FIFA avait mis sur pied le comité de normalisation au Sénégal. Il n'était pas prévu que les membres ne soient pas candidats, puisque Senghor, Augustin Senghor, était dans le comité. Peut-être que c'est le même cas au Cameroun à l'époque. Oui, mais je pense que c'est... Entre-temps, les textes, ils ont évolué. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays où ils sont toujours en train d'inspirer les instances internationales. Parce que... Vous servez de laboratoire pour exactement. avancer les textes. Mais monsieur, on va juste avancer. On va finir aussi sur un autre aspect. On parle des comités de normalisation et des fédérations, mais on rappelle aussi que la Confédération africaine de football, la CAF, elle est actuellement sous tutelle de la FIFA. On rappelle que le président Ahmad Ahmad avait été interrogé lors du dernier congrès de la CAF, c'était d'ailleurs à Paris. Et depuis ça, Fatma Samoura a été diligentée par Gianni Infantino pour venir un petit peu chapeauter la CAF. Qu'est-ce que... Sous tutelle. Sous tutelle, oui. Ah non, oui, ça c'est... Non, mais sous tutelle, c'est des mots que j'ai dit. Ce sont des mots forts, ça. Oui. Elle n'est pas venue pour diriger la CAF. Non, elle est sous tutelle. Non, mais elle n'est pas là pour diriger la CAF. Non, j'ai pas dit qu'elle dirige la CAF, attention. Voilà, attention. Mais elle vient quand même pour avoir un droit de regard. Oui, exactement. Elle est là. Elle vient, c'est pour aider la CAF, parce que la CAF a engagé des réformes. Et elle vient pour aider la CAF à mettre en place ces réformes-là. Exactement. Quelque part, ça veut dire qu'à la CAF, peut-être il n'y a pas de... Peut-être je me trompe, mais il n'y a pas de dirigeant assez fort pour mener les réformes qui doivent être mises en place. Tu sais, en Afrique, le problème il est beaucoup plus complexe. Vu de l'extérieur, on va dire que cette organisation-là, elle est faible. Mais pour changer les habitudes en Afrique, mon cher ami, c'est beaucoup plus difficile. Donc le président Ahmad, il est arrivé à la tête de la CAF, il y avait des problèmes structurels. Et ils sont arrivés après quoi, 29 années derrière tout. Exactement. Donc pour changer les habitudes là, de ces gens-là, ce n'est pas un travail de 2 jours. Oui. Il y aura toujours une résistance en face. Et c'est ce qui s'est passé. Si tu as remarqué depuis la dernière Assemblée générale au Caire, quand il y a eu au niveau du comité exécutif, au niveau de la vice-présidence, il y a le Nigérian Pinnick, qui a été remplacé par Danny Jordan. Depuis ça, si tu as remarqué, il y a moins de problèmes, parce qu'on avait traversé une longue zone de turbulence. Exactement. Mais depuis ça, il y a une certaine stabilité. Donc ça permet aux gens de travailler. Parce que tant que dans cette zone de turbulence-là, tu peux absolument rien faire. Ça veut dire qu'en fait, il faut enlever, entre guillemets, tout ce qui était un petit peu dissidence pour mettre ces hommes. Non, mais bon, c'est normal. Si tu veux avancer dans ces conditions-là, c'est normal. Parce que si tu as toujours quelqu'un qui est là... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le mot sous-tutelle. Parce qu'il faut savoir une chose. La FIFA a son droit, a un mot à dire dans toute... Question toute bête. Qui dirige la CAF? Le président Ahmad. Et attends, la CAF a un président. D'accord sur ça? Oui, la CAF a un président, un secrétaire général et des départements qui fonctionnent. Exactement. Et je prends un exemple. Quand tu dis que tu es sous tutelle de la FIFA, je tiens à te rappeler que la FIFA a son mot à dire dans toutes les confédérations qui existent. C'est-à-dire que s'il y a un problème, la FIFA a le droit. C'est statutaire. Maintenant, la CAF a demandé à la FIFA, parce que les gens veulent nous faire croire que oui, c'est parce que la CAF a été défaillante que la FIFA est venue et a récupéré. Non, mais de l'extérieur, c'est l'image que ça donne. Mais oui, mais c'est normal. C'est normal. Et moi, je suis un peu offusqué parce que les gens veulent nous faire croire que oui, les Africains sont assez faibles. Sont assez faibles au point où on peut venir et leur dicter des choses. Ce qui n'est pas vrai. Et en plus, la FIFA a été intelligente. Moi, Fatma Samoura, elle est venue, elle travaille de commun accord avec les dirigeants de la CAF, mais sans imposer quoi que ce soit. Elle n'impose rien et la plupart des choses qui se font avec l'aval du comité exécutif de la CAF.
Oui, bon, depuis je ne parle pas. J'espère que Richard va même me laisser. Voilà. Et quand on parle de la CAF, et tout à l'heure, Richard disait déjà pas que la CAF n'est pas défaillante. Moi, je trouve que la CAF est défaillante. C'est même pas du vu de l'extérieur. De l'intérieur, la CAF ne respecte pas ses propres règles. Je vais prendre les exemples. Merci. Depuis un certain temps, quand Hamad est arrivé, il a donné l'impression de quelqu'un qui va faire du beau travail. Et le premier test, c'est la CAN 2019 au Cameroun, où on a parlé du glissement. Déjà, là, la CAF a piétiné son propre règlement. En quel sens? Dans le sens où c'est très clair dans l'article 92 dans son ensemble. Quand on retire une Coupe d'Afrique des Nations à un pays, ce pays doit être suspendu. C'est très clair. Et c'est clair que la CAN 2019 a été retirée. Parce que, au sortir de la réunion, Hamad a bien précisé, nous avons décidé de retirer la CAN. À cause après, derrière, il a précisé, c'est pas un retrait, on fait un glissement. C'est où? Parce ça, que c'est dans le règlement. Parce que peut-être qu'après, il s'est corrigé. Mais justement, là, on est justement dans la sémantique qui fait les petits... Oui, exactement. Et c'est tout ça qui fait mourir le football africain. Parce que ça, si on sanctionnait le Cameroun, les choses allaient changer. Si on sanctionnait le Cameroun... Bon, maintenant, on a fait le glissement. Ce n'est même pas sûr que le Cameroun va organiser en 2021. C'est pas sûr. On est encore en train de donner les ultimatums, les travaux sont arrêtés, et voilà. Et je continue. Il y a ce problème de génération foot Zamalek. Oui. Le règlement, là encore, le règlement de la CAF a été piétiné. En quoi? Parce que c'était clair que Zamalek est en tort. Tout le monde sait que le règlement de la CAF a été piétiné. On a vu aussi la finale entre Espérance de Tunis et tout ça. Je suis en train d'énumérer tout ce que... Et en plus... Hamad est épinglé depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il est épinglé sur une histoire de pot de vin. Après le glissement de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, on a suspecté, après sa rencontre avec le président, s'il n'y avait pas eu pot de vin. Et tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que la FIFA vient regarder à l'intérieur qu'est-ce qui ne va pas avec la Confédération africaine. Ce n'est pas la FIFA qui a décidé de venir pour dire, bon, on vient en Afrique et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est la CAF qui a demandé à la FIFA. On veut que vous veniez nous assister dans ce domaine-là. Parce qu'ils sont défaillants. Tu comprends. Donc, Monsieur Angloma, je peux vous dire que ce que vous dites là, on appelle ça le Congo-ça, comme on dit en Afrique. Les Camerounais vont comprendre. Quand vous parlez, je vous ai bien écouté, sur l'affaire du Cameroun, 2019, le glissement. Le Cameroun organisera la CAN 2021. Ça, c'est une information que je vous donne. Et si vous voulez, je peux vous donner encore plus. Le Cameroun organisera la CAN 2021 en janvier. On espère. Parce que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un qui a sa compétition d'avoir un droit de regard. Parce que c'était le premier défi de M. Hamad à la CAF. Donc, c'était la première CAN que M. Hamad... Et il ne voulait pas qu'il y ait de problème. Et il a fait ses consultations et il a décidé que, OK, et si vous regardez bien, M. Hamad est parti dans tous les pays qui devaient organiser pour négocier. Il n'est pas venu dire, oui, on va vous enlever la CAN. Richard, pourquoi on retire la CAN? Quelle est la cause? Le Cameroun était clairement en retard sur les travaux. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez accuser un monsieur qui constate que, avec son comité exécutif, parce qu'il faut vous dire... Par contre, Richard, pour le coup, je rejoins peut-être Ibrahim. Si le texte est clair, dit que tu n'es pas en mesure d'acquérir la compétition, on te la retire, c'est sanction. Oui, d'autres pays l'ont suivi. Mansour, il faut savoir une chose. Là, à ce moment-là, la CAF est dans le rôle d'un arbitre. Tu fais une faute, ok, tu as fait une faute, l'arbitre a constaté que tu fais la faute, au lieu de te donner le carton rouge directement, il te donne le carton jaune. C'est de la pédagogie. C'est exactement, c'est de la pédagogie. Voilà. En plus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été pédagogues avec le Maroc 2 ans avant? Non, voilà. Avec le Maroc 2 ans avant, le Maroc
le Maroc avait décidé je vais jouer pour les Marocains. Tu sais, Mansour, peut-être qu'une CAN à 24 équipes, ça, il faut avoir les infrastructures qu'il faut. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Est-ce qu'il fallait la faire? Le Cameroun n'était pas prêt. Pourquoi le Cameroun n'a pas dit non? Le Cameroun aurait pu être prêt s'il y avait cette volonté politique. Ils auraient pu être prêts, mais ils ne l'ont pas fait. Mais voilà. Ils ont attendu au dernier moment. Ouais. Pour dire, bon, on va aller pour accélérer les travaux. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Oui. Jamais qu'est-ce que vous voulez reprocher à la CAF? Et si l'affaire de Zamalek... Donc, pour arranger tout le monde, je pense qu'il y a eu beaucoup... Pourquoi on a rejoué le match? Il y a beaucoup d'investissements. On a rejoué le match? Messieurs, alors, juste pour finir, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé, cette question, bonne gouvernance de nos fédérations africaines, de la Confédération africaine, on se dirige petit à petit ou c'est utopique? Utopique. Hein, non, je pense que ce n'est pas utopique. On se dirige petit à petit, mais il faut dire que la CAF a vécu 29 ans sous Ayatou. La plupart de tous ceux qui constituent le comité exécutif de la CAF sont presque des nouveaux. Ouais. Moi, je peux te dire quelque chose, Mansour, on va dans la bonne direction. D'accord. J'ai fait pratiquement toutes les compétitions de la CAF ces 2 dernières années. J'ai fait la Ligue des Champions. J'ai fait la Coupe de la Confédération et j'ai fait la CAN. Je peux te dire, je peux t'assurer qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans ces compétitions-là. Et ça, c'est à mettre à l'actif d'Amad et son bilan. Parce que la CAN 2019, tout le monde a vu, on s'attendait à ce que ça soit un échec. Mais ça a été l'une des plus belles CAN. Même s'il y avait ce problème de remplissage des stades, mais ça a été une belle CAN à tous les niveaux. Il n'y a pas eu de couac. Et la Ligue des Champions, si ce n'est pas cette finale, et ça aussi, cette finale à Aradez, dans les autres matchs, il n'y a jamais eu de problème. Donc moi, je vois que les choses vont dans la bonne direction. Mais tu sais, nous en Afrique, on est toujours en train de critiquer. On ne propose pas. Oui. Mais on est toujours dans cette logique-là de critiquer ce que les autres font. Mais il faut critiquer pour que ça avance. Des critiques objectives. Exactement. Mais pas pour critiquer, pour descendre. Tu comprends? Donc, mais nous, on est dans cette optique-là. Sinon, toute organisation, il n'y a aucune organisation qui est parfaite. Bien sûr, ce n'est pas toutes les choses qui se font à la CAF qui sont bonnes. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès, il y a beaucoup d'améliorations et les choses vont dans la bonne direction. Avant, la CAF, ce sont des fédérations nationales qui payaient les arbitres, qui payaient les émoluments des arbitres. Et la CAF, depuis un certain temps, a dit stop, on prend ça sur nous, on paye. Parce que ça faisait quoi? Ça menait beaucoup de corruption. Si vous constatez que le fait que les arbitres soient financés par les fédérations qui reçoivent, vous pensez qu'un arbitre qui vient et qui est financé par quelqu'un, il va jouer pour qui? C'était une première. La CAF, on ne l'a pas beaucoup souligné, a fait travailler tous ces arbitres de la CAN pendant 1 mois au Maroc, intensément. Est-ce que l'arbitrage a été défaillant pendant la CAN? Je te pose la question, monsieur Angloma. Richard, c'est clair, mais moi, je ne suis pas à ce niveau. Je suis dans la globalité des choses, parce que, est-ce que la CAF fonctionne? La réponse est non. Laisse finir. Parce que je pense que vous ne connaissez pas notre continent. C'est la deuxième, avec l'Europe, l'Afrique, c'est la deuxième plus grande confédération. Donc l'Afrique devait aujourd'hui rivaliser avec le continent européen. Nous sommes où? Il y a la Copa América qui est loin devant la CAN. Comment tu sais? Mais je suis en train de vous dire, non, le niveau sur le plan organisationnel, le niveau de compétition, la Copa América est loin devant la CAN. J'ai essayé de lire un activiste dans les réseaux sociaux qui disait cette équipe d'Argentine, même si on l'amène à la CAN, elle ne peut pas gagner la CAN. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la CAN, c'est la dernière des compétitions? Non, il ne faut pas prendre des exemples comme ça. Non, je pense que vous ne serez pas d'accord, mais malheureusement, messieurs, le temps qui nous est imparti est terminé. On reviendra dessus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, continuez à réagir, on répondra à toutes vos questions, à vos interrogations. Merci Tanou pour la participation, merci Brahim et merci Richard. Richard, on se reverra, malheureusement je sais que je te coupe souvent, mais bon, ça me fait plaisir aussi de te couper. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao, ciao, bonne soirée.